Je déclare ouverte la séance du 22 octobre du conseil municipal. Antoine étant absent, c'est Johan qui va donc être secrétaire de séance. Qui est pour? Merci beaucoup. Belle unanimité, Johan. Allez, il va faire la paix. Très bien. Hélène Roubolène. Présent. Marie-France Lefort. Présent. Daniel Bouiran. Présent. Marie-Dominique Bagous. Jean-Paul Blé. Procuration à Madame Lefort. Marielle Veuillet. Johan Michelozzi présent. Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Oui. Guillaume Volant. Présent. Dominique Chêne. Présent. Gaël Barthélémy-Lassagne. Michel Liotto. Présent. Françoise Comhoc. Joël Albanaise. Présent. Nicole Ferriou. Présent. Michel Giraud. Procuration à Madame Laine. Sonia Marcelli. Présente. Audrey Bonnet. Procuration à Fatma Touel-Clément. Philippe Eudier. Procuration à Michel Liotto. Françoise Cailleul. Fatma Touel-Clément. Présent. Antoine Foin. Procuration à Daniel Bouillard. Emmanuel Butavant. Procuration à Madame Bagous. Edith Lasperche. On étouffe, mais celui-là. Elle est là. Elle est encore là. Jean-François Dubuc. Pardon, je répète. Agnès Pellens. Marc Lévy. Présent. Benoît Jacquier. Présent. Hervé Poussel. Présent. Edith s'étouffe. Bien, dans un premier temps, nous avons l'approbation du compte rendu du conseil municipal. Voilà. Etc. Y a-t-il des questions? Nous allons être efficaces et rapides, hein, en synthèse. Je m'abstiendrai, pardon. Donc, approbation du compte rendu du conseil. Qui est pour? Qui est contre? Juste une question sur le compte rendu du conseil, enfin, une précision à apporter la dernière fois. Donc, lors du conseil, j'avais évoqué le fait qu'il y avait des documents du PLU qui n'étaient peut-être pas à jour ou disponibles. Et suite à beaucoup d'échanges, on m'a expliqué d'abord un peu rapidement que je ne devais pas savoir faire une recherche sur Internet. Et après beaucoup d'échanges de mails où on m'a assuré que c'était bien présent et que ce n'était pas le cas. Donc c'est désormais le cas. Je remercie les services d'avoir finalement mis en ligne tous les documents. Et la prochaine fois que je relève quelque chose juste pour améliorer les choses et pas pour critiquer quoi que ce soit, je vous remercierai de ne pas me prendre de haut. Merci. Bien. Oui. Pardon? Ah, vous n'avez pas pu le noter? Alors, qui était contre? Qui s'abstient? Donc, il y avait simplement M. Poussel qui s'abstenait. Donc, nous passons à l'information du conseil municipal, le compte rendu des décisions. Pardon? J'essaie de prendre aussi le compte rendu. Il fait le compte rendu en même temps. Oui. Voilà un ordre. Je suis désolé, non, c'est pas parfait, c'est juste que je suis désolé, je n'ai pas réussi avec ces interruptions. Est-ce qu'on peut me repréciser le vote? J'ai mal pris la... Excuse-moi, Johan. Là, je voulais rebondir un peu sur ce que tu dis, Benoît. Les mails, on a été tous mis en copie, donc l'ensemble du conseil municipal. J'ai pas eu l'impression que la DGS est pris de haut, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu devrais relire ton mail, parce que quand tu t'adresses à tout le monde, qu'il n'y a même pas un bonjour, il n'y a même pas un merci, donc au niveau de la forme et du respect, il me semble que
Enfin, les donneurs de leçons, il faut mieux regarder un peu ce qu'ils font, quoi, aussi. Allez, on passe à autre chose, il faudrait avancer. Donc, simplement, comme Johan est en train, il n'y a que Hervé qui s'est abstenu. Il y a une abstention. Oui, une abstention. Des contre ou pas? Non, non, non. Pardon. Alors, Merci. les décisions. Donc, la numéro 100 n'a pas été utilisée. La numéro 101, c'est la signature d'un contrat de location à usage de garage au TUV avec M. Noël Régnier pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2018, moyennant un loyer mensuel de 91,10 €. Numéro 12, signature d'une convention de mise à disposition de locaux et de matériel avec l'association Ciel Bleu, l'utilisatrice de la salle du Rocher Bleu pour des cours de gymnastique pour les seniors de la commune. Numéro 13, elle annule et remplace la décision 94. Vous avez des associations qui interviennent dans les écoles dans le cadre du périscolaire. Il s'agit de une association qui fait des arts créatifs à la Roque-Marty. Numéro 104, encaissement de la somme de 1 579,84 € versée par la SMAC au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule d'un candélabre au parking Michel Labarthe le 16 février 2018. La 105, encaissement, c'est le même principe, 918,64 € versés par la SMAC, indemnisation suite à la dégradation par un véhicule d'un panneau de signalisation au rond-point du cimetière. C'était le 26 juillet 2018. Numéro 106, création d'une régie de recettes pour l'encaisse uniquement par chèque des transports scolaires de la commune de Fuvou. Numéro 107, signature d'une convention de mise à disposition de locaux et de matériel avec l'association Prévasure, utilisatrice de la salle du conseil pour des ateliers numériques, Silversurfer, pour les seniors de la commune de septembre à octobre. Il y a 5 séances de 2h30 chacune. Numéro 108, encaissement de la somme de 3 995,33 € versée par l'assurance SMAC au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule d'un candélabre sur le CD 46 survenu le 25 novembre 2017. La 109, c'est encore un encaissement, 1 610,89 €, remboursement complémentaire, versé par l'assurance SMAC, indemnisation suite à la dégradation par un véhicule du portail des services techniques le 1er février 2017. Numéro 110. Désignation de la société VAG dans le cadre du marché public relatif au réaménagement du poste de police municipal pour un montant de 55 000 €. Numéro 11. Désignation de maître Olivier Burthez-Doucet pour défendre la commune dans le contentieux engagé par Madame Liliane Dolza devant le tribunal administratif de Marseille, demandant l'annulation de la décision d'opposition à la DP 013 040 18 L2054 en date du 24 mars 2018. Numéro 112. Encaissement de la somme de 617,30 € versée par l'association 2000 ans d'histoire en Provence au titre du remboursement de la facture numéro 223 11 856 du 1er août 2018 de Cargas suite au bris de glace d'un véhicule des services techniques. Numéro 113. Désignation de maître Olivier Burthez-Doucet pour défendre la commune dans le contentieux engagé par M. Lévy devant le tribunal administratif de Marseille, demandant l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré le 2 juillet 2018 à M. et Mme Dumont. Numéro 114. Encaissement de la somme 1019,96 € versée par l'assurance SMAC au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule d'un candélabre au parking Michel Labarthe le 16 février 2018. Numéro 115. Signature de l'avenant numéro 1 au contrat de location à usage de garage 6 rue Barthélemy Mignolo.
avec M. Targovla, modifiant l'article numéro 4, loyer charge du contrat initial, suite à la suppression de l'alimentation électrique du box. 116. Désignation de la société Mylan Home dans le cadre du marché de services d'assistance technique informatique, lot numéro 1, assistante par informatique des services municipaux, et le numéro 2, assistance par informatique des établissements scolaires, pour un montant annuel de 13 680 € hors taxes, à compter du 1er octobre 2018 pour 3 ans. Numéro 117. Signature d'un contrat de location à usage de garage au lieu du le TUV avec Madame Marion Giraud pour une durée de 6 ans à compter du 3 octobre 2018, moyennant un loyer mensuel de 91,05 €. 118. Encaissement de la somme de 114 €, remboursement sous présentation de facture, versé par l'assurance SMALC au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule de la clôture d'un logement communal au Jas de Bassas, survenu le 27 novembre 2017. 119. Signature d'un contrat de location à usage de garage à Saint-Roch, carrière Coquillat, avec M. Gilbert Sabatier pour une durée de 6 ans à compter du 8 octobre 2018. Loyer mensuel 91,12 €. Numéro 120. Désignation de la société Bureau Veritas Construction pour une mission de contrôle technique dans le cadre des travaux d'extension et de réhabilitation de la crèche des Moussaillons pour un montant de 4 200 € hors taxe. Voilà. Cette présentation ne donne pas lieu à vote, évidemment. Questions. Monsieur Pousset. Oui, c'était juste de savoir pour la numéro 111 de quoi il s'agit. La numéro 111. Ah oui, c'est une histoire de piscine. Il y a eu une piscine qui a été construite sans permis. Voilà. Mais Daniel va te donner des renseignements supplémentaires. Oui, tout simplement. Je me mets, sur les zones. Tout simplement, le permis a été donné après, puisqu'elle avait fait une construction illégale, d'accord. Mais elle a quand même, comment je pourrais dire ça, pour employer le bon mot, pour sa satisfaction personnelle, elle a préféré quand même aller au tribunal. Mais il y a autre chose que la piscine aussi. Non, mais oui. Là-dessus, elle a eu un refus dans un premier temps, d'accord. Et ensuite, elle a redéposé comme il fallait le dossier, elle a eu sa piscine. Mais là, elle a quand même tenu à aller au tribunal. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'une piscine. Hein. Tout simplement, je voulais le signaler. Voilà. Mais pour la piscine, effectivement, elle est arrivée à régulariser. Hein? Il y avait un bâtiment en bois là, un bâtiment annexe et dans la zone inondable, c'est interdit. Voilà. Voilà. La numéro 107, on peut ça consiste les ateliers numériques. Exactement. La numéro, pardon 107. 107. Ah, les ateliers numériques. Ah oui. C'est dans le cadre. Ça, c'est simplement pas des cours, mais enfin, c'est les seniors qui viennent faire de l'informatique. C'est une association qui intervient dans le cadre d'un partenariat avec le CCAS. Donc les gens viennent gratuitement et c'est le CCAS qui effectivement, voilà, le pro. Et c'est financé par les caisses de retraite. Hein. Ah oui, il y a des Madame Caillon, il va. C'est le bel âge. Donc il y a eu un article notamment dans la Provence sur ces ateliers-là. Si vous voulez, je vous ferai passer. Une question au sujet de la 116, enfin peut-être une remarque peut-être à M. Michelosi. En fait, on a fait un retour sur l'école Rimbaud, qui sont très très satisfaits de tous les nouveaux équipements de vidéo, projection, informatique, etc. Et qui parfois ont des problèmes d'accès à Internet dans les classes. Donc je ne sais pas si la société Mylan là peut essayer de voir si ça peut être amélioré ou pas. Merci. Alors, la
société Madeleine, c'est une reconduction de marché. C'est déjà l'entreprise qui travaille dans les écoles, donc qui est au courant. Moi, je ne suis pas forcément au courant de toutes les problématiques. Myriam est très compétente et elle est reconnue comme telle, y compris par l'équipe enseignante et tous les parents d'élèves de l'école Rainbow. Donc s'il y a des difficultés qu'elle n'arrive pas à résoudre, elle ne nous a pas en tout cas évoqué de moyens de les rectifier. Voilà. Donc après ça peut être des difficultés passagères, comme on peut les avoir aussi à titre personnel sur des flux, des débits, des choses comme ça. Mais voilà, je ne peux pas vous le dire. C'est l'accès Internet qui... Oui, c'est l'accès Internet à l'intérieur. Oui, c'est les débits, on prend les sorties, à des moments donnés en instantané, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons aux premières délibérations. Alors, c'est Marielle qui va commencer. Bon, c'est quelque chose qui est récurrent, parce que ça a déjà été fait, mais il faut le refaire. Bref. Donc, c'est l'avis du conseil municipal sur l'adhésion des communes de Traits et Saint-Savouronin au syndicat intercommunal, au CIVU, de gestion du relais d'assistante maternelle territoriale. Ces deux communes y sont depuis plusieurs années, mais il paraît qu'il faut redélibérer. Alors, donc en fait, le CIVU a été créé, bon, pour mémoire, a été créé en 2007. Donc il concernait 4 communes, Fuveau, Belcoden, Gréansk et Peigné. Et Traits et Saint-Savouronin, en fait, ont rejoint le CIVU en 2009. Alors pour rappel, l'année dernière, donc le préfet a proposé une fusion entre le RAM des Collines et le RAM de Fuveau. Et tous les conseils municipaux à l'unanimité ont voté contre. Enfin, je vous refais la petite histoire. Et en fait, donc le préfet a suivi donc l'avis de toutes les communes, donc il n'y a pas eu fusion, mais ça a permis en fait de voir qu'il y avait une petite coquille en fait dans l'arrêté. Et il a fallu donc redélibérer pour l'adhésion des deux communes de 2009 qui n'ont pas été finalement, ça n'a pas été finalisé. Donc là, c'est pour ça qu'on vote ce soir, c'est pour régulariser et donc tous les conseils municipaux vont donc voter ça et on l'a aussi voté au conseil syndical, c'était la semaine dernière ou la semaine. Voilà. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de se prononcer favorablement sur l'adhésion des communes de Traits et Saint-Savouronin au relais d'assistants maternels territorial et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. C'est quelque chose qui existe déjà, hein, puisqu'ils sont dans le RAM depuis fort longtemps. Y a-t-il des questions? Il n'a pas en tête de revenir sur cette éventuelle fusion. Et la fragilité, entre guillemets, là, il ne voulait pas l'utiliser pour aller vers la fusion. Il est clair là-dessus. Non, en fait, il nous a juste demandé de régulariser, c'est tout, donc il n'y a pas du tout de... Non, il ne va pas revenir. Après, on va valider le périmètre. Il va valider le périmètre, au contraire. Oui, bien sûr. Là, il va pouvoir valider le périmètre avec cette délibération. Bien. Nous votons. Qui est pour? Merci beaucoup. Unanimité, Johan qui s'inquiète. Bido. Décision modificative numéro 3 du budget de la commune. Donc, je ne vais pas vous lire la délibération, enfin la décision modificative. Hein. En gros, c'est une régularisation sur des sommes qui étaient passées d'une façon qui nous paraissait logique, c'est-à-dire des crédits au crédit et des débits au débit. Et la perception a préféré que l'on fasse un équilibre dans les recettes et avec un équilibre dans les dépenses. Donc, en définitive, il y a écriture pour 1 022 935 042 en recettes équilibrées en dépenses. Donc cette décision modificative s'équilibre et il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser les virements de crédit tels que présentés ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Si vous avez des questions. C'est plus une question de compréhension. Vous mettez déficit cumulé des deux budgets annexes de la ZAC, là, ça revient à ce que vous nous aviez dit la dernière fois. Mais on l'a passé autrement. Mais justement, ma question, c'était on n'était pas seulement sur les déficits et
les excédents, merci. Les excédents de l'ensemble des budgets annexes, puisqu'on avait dit le budget de l'eau, de l'assainissement et des ZAC, on récupère l'ensemble, les déficits et les excédents. Et là, je m'étonne de voir que la partie ZAC. Donc pourquoi cette écriture-là enfin... Vous avez l'eau et vous avez l'eau aussi. Parce qu'en définitive, si vous voulez... D'accord, c'est l'ensemble des excédents et des déficits qui ont été rééquilibrés juste pour prévoir. En gros, nous, on a passé les excédents en excédents et les déficits en déficits. On avait fait plus et moins. Ça ne nous convient pas. Ça n'équilibre pas. Voilà. Donc, c'est la perception. Ça a changé. Achat changé des fois, bon, enfin bref. Donc là, ils ont voulu qu'on fasse un équilibre en recettes et un équilibre en dépenses. Sauf que comme c'était pas équilibré... Non, c'était équilibré, mais nous, on avait passé nos écritures pour faire un excédent, on le met en recettes et un dépense en dépenses. Entre les excédents et les déficits, il y avait plus d'excédents que de déficits. Oui. Entre guillemets, le bilan, il n'était pas équilibré. Alors là, le bilan reste le même. C'est une présentation différente. Nous, on va dire par transparence, on avait souhaité budget par budget inscrire les déficits d'un côté et les excédents de l'autre. Là, ils nous ont demandé de compenser et de prendre que le résultat consolidé, si vous voulez. Voilà, global, qui reste l'excédent. Bien. S'il n'y a plus de questions, nous votons la décision modificative. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors là, c'est le gros morceau. Il y a 200 pages. J'espère que vous les avez lues. Voilà. Il s'agit de la CLET. C'est l'approbation des rapports de la CLET portant évaluation des charges transférées entre la métropole et ses communes membres au titre des transferts et restitutions de compétences. Donc là-dessus, on voit combien vont nous prendre sur notre dotation. Et vous avez, dans le rapport qui était beaucoup plus complet, vous avez aussi une comparaison entre les communes et ceux dans chaque compétence. Allons-y. Donc là, je ne vais pas vous lire l'ensemble de la CLET. Je ne vais pas vous lire les 200 pages. La CLET, c'est une commission locale d'évaluation des charges transférées. Non, mais ça va, Laurent. Il faut une petite lampe d'appoint. Non, vous ne voyez plus. En gros, elle a travaillé sur les transferts de compétences de chaque commune et les compétences étaient différentes selon les territoires. Donc il a, bon, si vous voulez, là aussi c'est passé. Si vous voulez, on va parler de l'urbanisme. Donc on a un prélèvement sur notre attribution de compensation de 52 778 euros, d'accord, pour l'urbanisme. La révision des PLU, alors c'est une somme qui a été, selon des critères bien précis, étudiée par la commune et par la commission locale. Et on s'est mis d'accord, chaque commune s'est mis d'accord sur des transferts, ça correspond à plein de énièmes, de machins, de trucs. Donc on est arrivé à 52 778 euros pour l'urbanisme. Pour le pluvial, on a une somme de 56 599 qui correspond à l'entretien et aux nouveaux travaux. La somme que nous versions précédemment, nous directement au SDIS, c'était de 376 395. Là, il n'y avait pas de discussion, on les versait. Nous, on va les reverser, ça va être prélevé sur notre AC par la métropole. Au niveau de la défense incendie, il a été calculé une somme de 13 210 euros. Pour la cotisation du SMED, ça c'est transparent, c'est 964 euros. Les bornes électriques, on en avait donc pour 371 euros. La GEMAPI, alors la GEMAPI c'est un peu particulier, ça a été un petit peu compliqué, bon, on est arrivé à une somme de 11 227 euros. Les zones économiques, 4 438 euros. Et le tourisme, c'est notre office du tourisme, 7 058 euros. Donc au total, nous aurons un prélèvement net, enfin nous avons, puisque dès 2018, un prélèvement net de 523 040 sur notre attribution de compensation qui répondent à des sommes qu'on n'aura plus normalement à dépenser.
La GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Voilà les GEMAPI. Voilà. Et ça, d'après ce que j'ai cru entendre dire, ça va augmenter. Ça va fortement augmenter. La GEMAPI, il y aura une taxe. Une taxe sur les impôts. Sur les impôts. Il y a déjà la colonne. Pardon ? Il y a déjà la colonne sur les feuilles d'impôt. Il y a déjà la colonne sur la feuille d'impôt. On a déjà vu que la taxe d'habitation, pour ceux qui la payent encore, a été augmentée par la métropole cette année, à hauteur de 2 et quelques pourcents. Donc là, ça sera une taxe supplémentaire. Alors de mémoire, c'était 5 € par habitant, c'est ça ? Maximum. Maximum, voilà. On ne sait pas exactement à quoi ça correspondra, mais c'est à peu près ça. Donc Laurence, vous Donc avez les jeunes mis qui ont de à l'enfant, ils vont l'écran payer plus cher. les montants de l'attribution de compensation et de la CLEP, donc l'évaluation définitive qui est de 523 000, c'est ce dont on vient de voir. Voilà. Si vous avez des questions, de toute façon là, on était obligé en septembre d'accepter les propositions, mais enfin on n'a aucun conflit avec la métropole, hein. On a travaillé avec les services de la métropole, il n'y a pas eu de problème, donc on est arrivé sur une somme qui est 523 040 €. Il y a beaucoup de communes qui ont des conflits et qui ne vont pas le voter. Qui ne vont pas le voter, mais enfin après c'est le préfet qui prendra la main, ça ne Oui, sera pas mieux. ça peut être pire. Voilà. Ça ne sera pas mieux, hein. Je ne pense pas que ça soit bien mieux. Vous avez des questions sur la pièce ? Ouais. Est-ce que là, dans ces 500 et quelques mille, il y a une part de salaire du personnel ou une cote phare, parce que je pense que sur l'urbanisme, des choses comme ça, il y a à la fois les frais engagés pour engager le PLU, en disant bah, maintenant c'est vous, métropole, qui engagez ces frais-là, c'est plus la commune, donc je prends l'argent, entre guillemets, parce que c'est moi qui vais les dépenser. Il y a le salaire de l'année. Le salaire de l'année. Le salaire entier de la chef de service ? La mi-temps. La mi-temps. Et des énièmes en fonction des... Si vous voulez, par exemple, sur l'eau, on n'avait pas une personne qui travaillait sur l'eau. Oui. Donc on a des énièmes de l'eau, on a des énièmes du défense incendie. Vous voyez, on a des petites sommes qui sont... Je vois assez bien comment ça se passe techniquement, entre guillemets, dans l'analyse du transfert d'athlètes. Ça, j'ai pas trop de questions là-dessus. Ma question est plus sur comment on gère du personnel, en fait, avec qui est payé à un pouillème ou un xième par la métropole, un yème par la commune. Comment on donne une vision prospective du personnel comme ça quand on se retrouve... Il n'y a pas de personnel qui sont aujourd'hui, si vous voulez, on n'a pas passé une compétence. On a passé une compétence. Avec, on a calculé, par exemple, Laurence qui travaillait, je ne sais pas moi, sur la défense incendie, par exemple, le SDIS. On a dit Laurence, elle travaillait pour... tant d'heures pour le... Mais Laurence, elle reste à la commune, mais elle ne travaille plus pour ça. On lui donne une autre mission à la place de cette mission. Donc il n'y a pas de partant. Pour Anne, c'est la même façon, mais à l'envers, puisque sur son poste qu'elle occupait avant à la commune de Fivaux, elle travaillait à 50% pour des projets d'aménagement de la commune. Ces projets d'aménagement, dans la mesure où la loi les a transférés à la métropole, donc elle travaille à la métropole, mais que 50% pour la ville de Fivaux. D'accord ? En fait, la partie aménagement pour laquelle elle était payée à Fivaux a été transférée à la métropole, mais elle est à 100% à la métropole. D'accord ? Elle travaille pour le service de la métropole. Mais elle s'occupe du secteur de Fivaux. Elle s'occupe entre autres du secteur de Fivaux, puisqu'elle a en charge la planification du CT2, de l'ensemble du futur PLUI, en fait, du Conseil de territoire numéro 2. Ça me donne deux questions. C'est le mi-temps qu'elle faisait pour Fivaux, qui le fait. Et à contrario, quand on prend des pouillèmes, quand c'est des pouillèmes, c'est peut-être pas le sujet, mais quand on prend 10-20% de l'activité d'une personne en disant bah, ces revenus-là sont partis à la métropole, en général on ne transfère pas la personne, entre guillemets, si c'est qu'une partie. Par contre la personne reste ici, elle est gérée ici,
Et donc, c'est un rebelotage d'activité parce que cette personne-là, il faut la recharger entre guillemets avec 20% de son activité, etc. Ma question de fond, elle est juste globale sur comment on gère justement ces transferts de charges versus personnel pour qu'au final, on soit clair sur deux choses. Les agents, est-ce qu'ils ont de la visibilité sur ce qu'ils vont faire, déjà? Parce que je pense que là-dedans, parfois, ils peuvent peut-être un peu perdus, vous pouvez nous dire. Et puis aussi, des phénomènes qui peuvent se passer, pas forcément ici, mais il se trouve que j'en discutais sur la métropole toulousaine, pas plus tard ce week-end, où il se trouve que des communes ont gardé des ressources, alors que les compétences et les budgets sont partis à la métropole. Et que ça pose la question globale des charges de personnel, mais pour la collectivité, en disant, au final, normalement, si on veut mutualiser un certain nombre de choses, c'est qu'au global, c'est parce qu'on espère optimiser les ressources de manière plus globale. Donc voilà, j'ai deux questions sur le personnel lui-même, comment on arrive à le gérer, etc. Et comment il vit ça. Et puis après, comment on s'assure que finalement, le système global, lui, il n'est pas expansif et on n'est pas en train de ne pas mutualiser alors que c'est une finalité de la métropole. Bon, pour reprendre l'exemple d'Anne, hein, donc elle a été volontaire hein, pour partir, voilà, hein, donc son poste est là en même temps. La partie qui reste compétence municipale, c'est-à-dire l'instruction des permis de construire, elle faisait une partie de validation des permis. Effectivement, aujourd'hui, on est en manque. Hein, on s'interroge pour prendre quelqu'un qu'on va certainement mutualiser. Alors, on va essayer de mutualiser sur plusieurs communes qui nous fassent effectivement la partie validation des permis avant de le sortir, avant de sortir le permis et de le signer. Quelqu'un qui va remplacer les 50% qu'Anne faisait. Voilà. En fait, mais on ne remplacera pas un 50 à 50, peut-être qu'on va le remplacer qu'à 20. Hein, voilà. Voilà, effectivement, la difficulté, c'est ce que vient de dire M. Bourran, et surtout dans un contexte où franchement il y a une illisibilité totale. C'est-à-dire qu'en plus, une année on vous dit on transfère l'eau et l'assainissement, puis là on se les repris pour un an en gros. Après on vous dit on transfère la voirie, maintenant on revient en arrière, peut-être on ne transfère plus la voirie. Et la loi n'a pas Donc changé. c'est vrai qu'on essaie de faire, on va dire, de l'anticipation. On essaie, enfin moi c'est ce que je m'efforce de faire, de réfléchir quand on a des départs à la retraite annoncés, de voir comment on peut les redispatcher. Là, en toute transparence, c'est vrai qu'on a un départ annoncé au service des finances en retraite. Et c'est vrai que moi, mon calcul, c'était avec le transfert du budget de l'eau, avec le transfert du budget de l'assainissement, avec la voirie en moins, peut-être, pourrait-on ne pas remplacer cet agent-là. Bon, ben, il se trouve que tous les plans, pour le moment, tombent à l'eau, puisque tout est remis en cause. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. C'est pas compliqué pour vous, c'est compliqué pour les agents. Et c'est compliqué pour les agents, tout à fait. Bon, pour Anne, effectivement, on travaille sur deux pistes où on ne peut pas se permettre de remplacer ce poste-là à 100%, c'est pas possible. Donc, où on travaille avec les villes aux alentours pour voir si effectivement elles sont, la plupart d'entre elles, dans la même position que nous, est-ce qu'elles voudraient bien recruter un responsable à temps partagé avec nous, comme on le fait par exemple pour l'agenda 21. Et c'est vrai que c'est des postes plus sensibles d'urbanisme, donc ça se discute et encore, c'est pas ancré dans notre culture hein, de partager les postes, de partager le temps de travail. Voilà, on réfléchit à ça, ou alors très sincèrement, moi je réfléchis aussi à ne pas la remplacer et essayer de voir si on a des ressources internes avec des agents aujourd'hui qui sont quand même en catégorie B, qui voudraient bien monter en catégorie A. Est-ce qu'en les formant, est-ce qu'en les motivant, est-ce qu'ils peuvent remplacer Anne? Bon, après, je pense pas qu'on arrive au même niveau, hein, pour vous parler clair, mais est-ce qu'on a besoin de ce niveau-là demain à Fugro, étant donné que la révision du PLU, les motifs du PLU sont partis à la métropole? Voilà. Donc il y a tout ce calcul-là à faire, et c'est vrai que très sincèrement, c'est compliqué. Voilà. Puis il y a des agents qui se projettent. Enfin voilà, la voirie, c'est vrai que je leur en avais parlé, justement, on avait anticipé, etc. etc. Puis là, on est en train de leur dire, ben, peut-être que finalement, vous allez rester à Fugro, quoi. Bon, c'est difficile au quotidien. Voilà. Alors, un bémol là-dessus, parce que c'est que des souhaits de politique. Excusez-moi, hein, c'est que des souhaits de politique, parce que la loi, elle n'a pas changé. Il y a quand même un transfert de la voirie qui devait s'effectuer au 1er janvier 2018, avec les réseaux dessous et la voirie, les bancs, l'éclairage public, enfin tout était transféré de par la loi 1er janvier 2018. Il y a eu la métropole, enfin, comment dire, l'organisation de la métropole elle-même, les fonctionnaires qui y travaillent
n'arrive pas à reprendre tout ce savoir et tout ce travail qui se fait dans chaque commune, on ne l'imagine pas, du jour au lendemain comme ça. Donc c'est vrai que le préfet a accepté qu'il y ait un retard. Mais la loi n'a pas changé. Hein. On peut bien dire oui, la voirie peut-être que ça ne se fera pas, mais tant que la loi ne le change pas, moi je n'y crois pas. Moi je veux voir, comme Saint Thomas. Hein. Le jour où il y aura nos gouvernants qui changeront la loi, qui me diront non, ben la voirie elle restera à la charge des maires, ok. On s'équipera comme ça. Mais aujourd'hui, 2020, 2021, il peut y avoir des personnes en charge de la métropole qui ont une vue complètement différente et qui disent nous, on va tout gérer au niveau métropolitain. Donc c'est vrai que les parties de travail qui regardent la voirie, les réseaux et tout ça, ben, ils seront transférés à la métropole. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on nous dit les réseaux ils sont transférés à la métropole, mais les services qui sont en place pour le gérer, ça, ils ne sont pas suffisants. Donc on nous retransfère ce qu'on a transféré pour pouvoir le gérer. Et si on s'était séparé des personnes à un moment T, on fait comment? Voilà. On reste sur un point d'interrogation, hein, mais tout le monde. Hein. Surtout qu'on a signé des conventions. Ils nous ont demandé justement de signer ces conventions-là, qui nous redonnent les compétences, mais ce sont des conventions. Normalement, c'était pour un an. Je pense que ça va... Parce qu'ils sont incapables de reprendre toutes les communes. Il y a vraiment trop... Donc ces conventions, c'était une manière d'y aller lentement. Ça a posé bien des soucis. Il y a une commune qui n'a pas voulu signer. Mais voilà. Mais il a eu des soucis aussi quand il a fallu payer. Hein, parce que normalement, nous, le percepteur nous dit ah, compétences transférées, je ne paye plus. Donc c'est la métropole. Donc c'est compliqué. Hein, voilà. J'avais juste deux dernières questions là, sur la partie zone économique, là, les 4000 et quelques, et sur la partie tourisme. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce qu'il y avait derrière? C'est la partie zone économique, je ne sais pas le détail. C'est de l'éclairage public. Oui, c'est de l'éclairage public pour la partie zone économique. Et pour la partie tourisme, c'est la subvention qui était donnée à l'Office du tourisme. Voilà. Ça ne nous dit pas ce que va devenir l'Office du tourisme. Ils prennent des sous là. Ça, ça change chaque jour. Voilà. Donc, nous sommes encore en interrogation. Et aujourd'hui, c'est comment? Non, non, il va y avoir un PLUI, non pas PLUI, un OTI, c'est-à-dire un office de tourisme intercommunal. Il devait être à la Roque d'Enterron, et puis il n'est plus à la Roque d'Enterron, donc je n'en sais rien. Voilà, nous ne savons rien de plus. C'est comme beaucoup de sujets à la métropole, hein, où aujourd'hui c'est blanc, demain c'est noir, et ça change, ça évolue. Même pas... on ne sait même pas si c'est politique. On pense qu'il y a pour l'instant le manque d'anticipation qu'il y a eu avant la création de la métropole, aujourd'hui se fait ressentir, c'est tout. Voilà. Si la métropole absorbe le département entier... Et voilà, alors on craint le pire le jour de l'absorption du département, parce que pour l'instant, on n'a pas réussi à neutraliser l'absorption des territoires. Je ne sais pas comment on va neutraliser l'absorption du département. C'est complètement... Mais pour les fonctionnaires, c'est complètement déboussolant. Les gens, ils ne savent plus où ils en sont. Ils déménagent plus. Ils ne savent plus du tout ce qui se passe, quoi. Et en même temps, on ne donne pas non plus de date. Non, non. Pour vous donner un exemple, il y a une tour qui a été créée à Marseille, où tout le monde devait déménager, enfin, une grande partie au moins des cadres devaient déménager. Là, il y a eu une réunion la semaine dernière, et bien, la plupart ne déménagent plus. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Ils ont je ne sais combien d'étages. Non, il n'y a pas de place. On se fera encore une tour. Non, non, c'est absolument... Voilà. Il n'y a pas de place de parking déjà. Et pour vous donner... À Marseille, c'est compliqué. Hein. Et donc,
les gens ils vont arriver à Marseille, ils vont partir des territoires, arriver à Marseille, ils n'auront pas de place de stationnement. Non, c'est parti. Donc il y a des personnes qui seront nomades, qui seront, qui auront leur ordinateur, qui arriveront, qui poseront l'ordinateur, bon ça à la limite, pourquoi pas, mais il y a très peu de personnes qui auront un bureau. Et l'économie ne se retrouvera pas, comme vous parliez d'économie, c'est que dans la mesure où cette tour ne peut pas recevoir tout le monde, les gens auront 2 bureaux. Par exemple, un sur le territoire 2, un sur Marseille. Donc les économies ne vont pas être là. Hein. Au Faro, ils ont tout installé en plus. Au Faro, non, c'est un peu différent. Au Faro, uniquement la métropole. Hein. Et au conseil départemental, il y a de la place aussi. Hein. Mais le conseil départemental, il va peut-être absorber tout le reste. Mais ça sera en 2021. Bien. Donc, nous devons voter l'athlète. Voilà. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? De toute façon, même on aurait voté contre, vous le prenez quand même. Hein. Alors, Lido, les admissions en non-valeur. Ça, on le fait chaque année, c'est récurrent. Alors, comme tous les ans, il y a la demande du percepteur. Afin d'apurer les comptes de la commune, il conviendra d'admettre en non-valeur un certain nombre de titres de recettes émis par la commune sur l'exercice précédent. Le comptable du Trésor public a en effet indiqué à Mme le maire que malgré les multiples relances et poursuites, ces recettes ont pu être recouvrées. Une somme ayant été inscrite dans ce but à l'article 6541 du budget de la commune et étant encore disponible, il convient de procéder une demande sur demande du receveur municipal à l'admission en non-valeur des créances figurant sur la liste ci annexée, donc vous allez à l'arrière, pour un montant global de 2098,36 €. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'admettre en non-valeur ces titres, d'imputer ces annulations de titres en dépenses à la section, à l'article 6541, d'autoriser Madame le maire à effectuer toute opération écriture pour l'exécution de la présente délibération. Donc vous voyez que vous avez des sommes plus ou moins importantes. Il y a beaucoup de cantines. Mais ce sont des cantines, du centre aéré, des fourrières. Voilà. Bien. Alors, des questions à Mme Bagouste? Avant, il y avait les détails, il n'y a plus de détails. Mais... Bon, ça n'apporte pas grand-chose. Le détail, vous l'avez, le écrit, non. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est des tendances, on va dire. Alors, si vous voulez, 361 €, c'est un impayé à LSH, donc le centre aéré. Après, le deuxième, c'est la cantine. Le troisième, il n'y a rien, il y a des soldés. Le quatrième, c'est encore de la cantine. Cantine à LSH, fourrière. Alors, il y a 2 fourrières. Les grosses sommes, ce sont des fourrières. Impayé centre aéré encore. L'autre, c'est un remboursement de capture de chien, les frais de capture de chien. Bon, c'est étonnant. On a 2 TLPE 2015 qui n'ont pas été payés par une agence immobilière. Ça, je trouve ça un peu... C'est ça que la perception... Voilà, que la perception n'est pas poursuivie. C'est moins de 100 €, je ne poursuis pas. Voilà. Et après, les 3 centimes, ce sont les impayés de loyer. Voilà. Et principalement, vous voyez, bon, c'est surtout les fourrières, parce que lorsqu'on enlève une voiture, si la voiture est en mauvais état, et c'est souvent le cas, les gens la laissent dans la rue, elle ne vaut rien, donc on ne peut pas récupérer, les gens ne payent pas, on n'a rien, on ne peut pas vendre la voiture, on ne peut rien faire. Le gars la laisse la faute. Il y a un soldat qui la laisse. C'est une solution pour s'en débarrasser gratuitement. Alors, c'est la commune qui paye. Oui, alors il y en a qui la laissent sans plaque d'immatriculation avec des plaques moteurs effacées, justement pour pas qu'on les retrouve. C'est une façon d'agir. La vidéosurveillance. C'est un gros encombrant. Pardon? C'est un gros encombrant comme déchet. C'est un gros encombrant. Ça coûte. Ben oui, mais ça coûte. Hein. Il y a quelques temps chez moi, il y avait une caravane carrément comme ça. Le gars, il a laissé sa caravane.
ne savait pas quoi en faire, il voulait la jeter, mais voilà, il ne voulait pas payer pour la jeter. Donc. Voilà. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, nous votons. Qui est pour? Merci. Alors, là, nous allons parler de la subvention à l'association Fuveau Cœur de Ville pour le marché de Noël. Non, c'est pas grave. Dominique. Ah, ça y est. Il s'agit de voter la subvention pour le marché de Noël de l'association des commerçants Cœur de Vie. Le montant proposé est de 7 500 € à la charge de la commune et qui sera complété par les 8 000 € qui ont déjà été versés à la commune par le CT2 dans le cadre de la clef, non c'est pas la clef, c'est... Oui, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est un montant de 15 500 €. Le marché de Noël aura lieu le vendredi 31, 30, samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018. Le gros des frais de ce marché de Noël, c'est bien sûr la structure couverte, chauffée, qui reçoit les exposants et le gardiennage. Voilà, donc je soumets à votre vote cette délibération pour financer l'association des commerçants. Merci. Est-ce que le marché sera similaire aux années précédentes? Ce sera la même organisation? Oui, ce sera la même organisation et les animations. Et donc la tenue donc, du vendredi soir, le samedi toute la journée, le dimanche. C'est une animation récurrente. Oui, Père André. J'avais posé une question de l'année dernière, vous aviez indiqué. La commune finançait cette opération à hauteur de 30% des dépenses effectivement réalisées, soit une subvention d'un montant, c'était 6 000 € sur la partie fusaine. Je n'ai pas le montant de la partie liée au CT2. Ça représentait quoi et c'est quoi l'évolution? La manifestation, elle coûtait 20 000 €. Il y a une évolution par rapport à ça? Ou il y a une évolution du pourcentage? Comment ça se passe? La partie du CT2 est fixe, hein, puisqu'elle a été figée, donc elle est de 8 000 € depuis des années. Et ensuite, le budget de l'association est de 24 000 €. Voilà. Sachant qu'il y a une aide de la régie culturelle pour 1 500 €. Les exposants vont représenter une recette de 4 500 €. Et les adhérents de l'association des commerçants participent par leur cotisation au financement à hauteur de 1 500 €. Et le total du budget est de 24 000 €. C'est ça qui justifie l'augmentation de la subvention, c'est le fait que globalement ça coûte un petit peu plus cher que le minimum. C'est la structure qui est plus chère. La structure elle-même, le chapiteau coûte 12 400 € et le gardiennage 1 300 €. La sonorisation à 500 €, je peux vous donner le détail. C'est une augmentation naturelle. Merci. C'est bon? Oui. Bien, alors nous allons voter. Qui est pour? Merci. Alors, nous allons attaquer l'urbanisme. Avant d'attaquer, il faudrait que nous ajoutions une petite délibération au sujet d'un contrat passé avec Enedis dans le cadre du restaurant scolaire. Donc, si ça ne vous ennuie pas, on va l'ajouter. Donc, c'est dans les livres d'urbanisme. Ce contrat doit être signé avec Enedis pour le restaurant scolaire d'Aubière. On commence avec Daniel. Parcelle à la barque, non, c'est ça? Allez.
Donc, ce sont des récupérations de terrain par rapport à des emplacements réservés qui ont été instaurés au document du PLU. Donc, considérant que la valeur vénale des biens inférieure au seuil de consultation de France Domaine est actuellement fixée à 180 000 €. Donc, les propriétaires ont fait part de leur intention, en date du 3 octobre 2018, de vendre à l'amiable à la commune de Fribourg une parcelle de terrain de superficie de 193 m² environ, à détacher des parcelles leur appartenant et cadastrées AD 278 et AD 280 pour un prix global de 26 946 €. Les parcelles donc, que je viens de citer sont grévées pour partie pour les emplacements réservés numéro 127, 128 et 187, inscrits au PLU, dans le cadre de la création d'une voie de desserte de 6 mètres au secteur UC2 et d'un cheminement piéton de 4 mètres. Justement, c'était pour relier la partie face à la piscine pour acheminer les gens de façon piétonne jusqu'à l'école de la Barque. Voilà. Donc vous avez le plan derrière. Hein. En fait, cette parcelle-là, elle est grévée sur deux côtés. L'un par l'élargissement de la 96 dans le futur projet urbain de la Barque qui sera nécessaire. Et ensuite un cheminement piéton qui achemine tout ce secteur-là, tout ce nouveau quartier, vers l'école de la Barque. Voilà, donc on propose d'approuver l'acquisition par la commune de Fribourg des parcelles cadastrées AD 278 pour partie et 280 pour partie, pour une emprise totale de 193 m² au prix de 26 946, d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents, que les frais de géomètre et d'actes d'enregistrement des hypothèques seront à la charge de la commune, et de dispenser les propriétaires la formule habituelle. Des questions? Hervé a une question. C'est où? C'est chez derrière Madame Oskian, tu as bien compris ou c'est... Je suis très content, comme ça je pense que les élèves effectivement pourront aller à l'école d'une manière sécurisée et éviter les dangereux camions, la pollution. C'est à partir de quand que le cheminement piéton sera actif? Je fais une réponse normale une fois qu'on a récupéré tout le foncier. Là on en fait partie, hein, voilà. Donc petit à petit on récupère les fonciers, on en a récupéré un aussi derrière l'opération de la chambre, là, tout ça. Donc qui fait que petit à petit on arrive à avoir un cheminement complet. Et après on fera les travaux. D'accord, je pensais que c'était le seul parcelle qui nous manquait, mais non, il y a encore d'autres parcelles qui... Et non, on profite des permis de construire ou des ventes pour actionner notre droit de préemption. Voilà. Après, bon, s'il manque une parcelle, je dirais, on pourrait aussi aller voir la personne en disant voilà, on a le projet de faire ça, et puis on essaie de faire plier s'il en manque une, mais là il en manque trop, hein, il manque tout le haut, là, toute la partie en face de la piscine jusqu'au bas. Là. On a récupéré que la partie bleue et. Je ne sais pas si vous avez un couleur. On a récupéré que chez Oskian en fait. Hein, on a récupéré au niveau du lotissement, comment il s'appelait ce lotissement Victorine, non les non, les Auréliens, non Les Auréliens qui habitaient là. Donc, on a récupéré le cheminement 128, ça on l'a récupéré. On a récupéré un bout de voirie. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, je pense qu'effectivement, la solution que tu dis, d'aller voir les gens, ça peut être intéressant parce que si on attend chaque fois les permis de conduire, les permis de construire, ben, nos élèves ils seront grands et peut-être que l'école ne sera plus là. Quoi. Donc, moi, je opterais pour aller voir les concitoyens, les propriétaires et leur proposer effectivement de leur acheter la parcelle pour pouvoir faire ce cheminement piétonnier que tout le monde attend. Quoi. Pourquoi tu veux que l'école ferme? Non, j'espère pas quand même.
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit si on pouvait justement, comme tu l'as signalé, aller voir les propriétaires de ces parcelles-là, leur indiquant que bien sûr, vu que c'est déjà grévé, malheureusement, ils ne pourront pas les utiliser et leur proposer une solution honorable pour pouvoir faire ce chemin piéton qui, je pense aussi, leur pourrait être intéressant pour eux, quoi, personnellement. Quoi. Voilà, donc c'est vrai que le fait d'aboutir sur la voie publique facilitera beaucoup les choses pour le reste. Tant qu'on reste en privé-privé, c'est plus compliqué. Mais là, le fait d'aboutir sur la 96, c'est vrai, ça nous aidera un petit peu. Voilà. C'est vrai que ça motivera les gens à vendre la commune. Écoute, nous comptons sur toi, Hervé. Tu les connais tous. Tu habites à côté. Il suffit de me le demander, c'est volontiers que j'irai voir, leur expliquer le projet à la mairie, il n'y a pas de souci. Alors, donc, nous votons pour les parcelles à la main. Qui est pour? Merci. Donc, c'est la même chose, on est au Creux du Pont, Daniel. Voilà, là c'est la récupération d'un... toujours le même principe, en dessous de 180 000 euros, ça peut se faire à l'amiable. Donc, le même principe, là il s'agit de récupérer un terrain pour l'extension du cimetière. Là, il s'agit de la BM 22 pour une superficie de 1524 m² et d'un montant de 170 000 euros. Ce terrain appartient aujourd'hui à la Chrysalide, qui est une association qui développe des logements pour des personnes handicapées et s'occupe de les faire travailler. Voilà, association de parents et amis de personnes handicapées mentales. Voilà, donc on se propose de récupérer ce terrain et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires et les frais d'établissement de publicité et de géomètre, mais là il n'y en aura pas puisque là c'est la parcelle entière, et de dispenser le propriétaire de rapporter main levée la formule habituelle. On va le mettre maintenant, formule habituelle. L'association, elle avait un projet de construction à cet endroit-là, si je ne m'abuse. Il y a eu des procès même, non, il n'y a pas eu... il y a longtemps, mais pourquoi ils ont abandonné leur projet? C'était ma première question. Il y en aura une deuxième. Après, le devenir de la parcelle, là, c'est l'extension du cimetière, c'est aussi le parking, c'est potentiellement aussi une partie de l'extension des jardins partagés. Qu'est-ce que vous comptez en faire là aujourd'hui? Alors, je commence par la deuxième parce que c'est le plus facile. Hein. Mais c'est prévu pour l'extension du cimetière, on en a besoin. Ça c'est clair. Il manque des places, hein. Donc on prend tous les petits bouts qui restent, mais c'est vrai qu'on a besoin de garder un terrain pour l'extension du cimetière. Voilà. Par rapport au projet qui avait été initié, on était encore sous poste, donc ça remonte avant 2008. C'est vrai que la Chrysalide avait projet de construire une maison d'hébergement pour 19 trisomiques qui auraient été là que le soir et le week-end éventuellement, puisque souvent ils rentrent dans leur famille. Hein. Et c'est vrai que ce projet avait été attaqué par le voisinage, par 2 personnes. Et donc ils avaient eu gain de cause par rapport à la largeur du chemin, voilà, et puis c'était de la zone NB aussi. Hein, à l'époque c'était de la zone NB, mais c'était pas interdit par le poste. Donc au PLU, on a fait une sorte de enfin, moi j'ai poussé pour regarder ces terrains puisqu'ils avaient un objet social, j'aimerais bien garder l'objet social quand même, voilà. Donc là, il y a la possibilité de réaliser des logements sociaux sur le deuxième terrain qu'ils ont, hein, parce qu'il y a la BM15 et la BM22. Dans la 22, c'est celui qu'on achète, puisqu'il participe à l'extension du cimetière. Et sur la BM15, il y a un projet de construction de 8 logements sociaux, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une OAP récemment, hein, pour lequel on a
on a figé sur le terrain le positionnement des logements. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Pourquoi ils ont abandonné leur projet au-delà de l'attaque? Ils ont abandonné leur projet parce qu'ils avaient besoin de construire ce logement. Bon, 3 ans en première instance, puis les personnes vont en appel. Ils ont construit leur maison ailleurs, à Châteauneuf-Martigues. Et là, ils ont fait du logement social puisqu'ils étaient tenus de faire du social. Bien. Bien, nous allons voter. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Alors, maintenant, il s'agit encore de parcelles 94 puis L'Huillier. Oui, ben c'est la continuité de la récupération de terrain naturel hein, qu'on avait classé au niveau du PLU en secteur NL, c'est-à-dire un secteur d'activité loisir, hein, qui est le prolongement des terrains qu'on a déjà acquis à Liberman et compagnie. Là. Donc là, il s'agit de récupérer la parcelle BB 90. C'est bien ça, hein? 94. Oui, la 94, oui, c'est ça. Pourquoi on a surligné la 90 là? Ah oui, la 89, la 90, elles appartiennent déjà à la commune. Et la 94, on la récupère. Donc pour une valeur totale de 33 000, je cherche le prix. De 39 110 euros pour une superficie de 7 822 m². Donc elle jouxte bien sûr les parcelles dont on a fait l'acquisition et on en a besoin pour l'organisation du grand projet sportif. Je vous passe pour tout le reste. Et il s'agit d'approuver la délibération pour que Madame le maire puisse aller signer l'acte chez le notaire. Bien, y a-t-il des questions? J'ai pas réussi à tout noter là. Au global, la commune aujourd'hui, elle a les parcelles. Alors, 89, parce que le plan. Enfin... Oui, je peux te dire que la commune a le terrain du stade. Voilà, le terrain du stade, le stade plus au sud, là, le stade d'entraînement. Elle a récupéré à l'amiable à M. Ferron, enfin Mme Ferron, la partie de 18 000 m² côté ouest, hein, face au chemin de Masse, là. Et plus à l'est, nous avons en propriété la BB 89, la BB 90 et la 91 qui doit se situer en pointe là. Et on récupère la BB 94. Voilà. Alors, on serait parfait lorsque on aurait la BB 93 et la 95. En fait, c'est une liaison avec le chemin de la Galère. Hein? Ma question elle porte sur le projet du complexe sportif là. On peut juste avoir un point sur où on en est, ce qui est prévu, ce qui est plus prévu, ce qui n'est pas prévu. Je laisse répondre. Je poser la question en eu égard au fait qu'on achète ça dans le cadre du projet du complexe sportif. Où en est-on de ce projet? Qu'est-ce qui est prévu? Quels équipements et à quel délai? Dans quel délai? Derrière le projet derrière le stade. Comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois par rapport, parce que je crois qu'on m'aviez posé la question il y a 2-3 mois, le tennis, étant donné qu'on refait le tennis couvert, effectivement, l'idée que le tennis vienne au pôle sportif pour l'instant est évidemment différée d'un bon moment. Par contre, pour la piste d'athlétisme, on y travaille, mais on a quand même dans ce secteur des devis qui sont particulièrement élevés, notamment par rapport au terrassement. Merci beaucoup.
Voilà, parce que au terrassement, au bassin de rétention, mais le terrassement aussi parce qu'il faut des gros brise-roches. Et le terrassement est extrêmement cher. Voilà. Et autour de cette piste, il est prévu un deuxième terrain, multi-sport ou... Au centre. Ça, c'est au centre de cette piste. Le projet initial. Le centre de la piste, non, le projet initial, il était de faire une piste d'athlétisme et que le centre soit aménagé en concertation avec le groupe de travail sport. Et comme pour l'instant on n'a pas continué cette idée de piste d'athlé dans l'immédiat, mais je ne peux pas moi dire, bah, tiens, on va faire un multisport. On fera ce dont les associations auront besoin. Et voilà. Donc pour l'instant, à l'intérieur du stade, je ne peux pas dire ce qu'on mettra à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a le stade sature. Le club de foot dit bien que le stade sature et qu'il y a des besoins pour même d'autres sports, mais y compris le football, qui sature aujourd'hui avec le terrain actuel, qui demande à réhabiliter ou à avoir au moins des éléments pour pouvoir jouer sur le terrain dessus, ne serait-ce que pour l'entraînement, etc. Voilà. On sent bien que la pression des habitants, en plus la Coupe du Monde aidant, il y a de plus en plus de gens. Oui, je crois que d'ailleurs tu t'y as inscrit aussi du coup. Tant mieux. J'ai ouï dire que la Coupe du Monde t'avait... Donc j'étais déjà il y a 2 ans, j'étais déjà inscrit il y a 2 ans, mais c'est pas grave. J'ai pas attendu la Coupe du Monde pour le faire. Mais en tout cas, je pense que voilà, c'est une réalité. Très bien de faire participer les associations culturelles sportives à l'ensemble des besoins et de définir. Mais en tout cas, il y a un vrai besoin pour aujourd'hui. Mais moi, en complément, on en est tout à fait conscient. Hein. Sauf que le nerf de la guerre, pour une commune qui n'a pas de foncier, c'est d'acquérir le foncier pour pouvoir faire les équipements. Ça, la métropole ne le fait pas. Elle ne récupère jamais le foncier. Elle viendra peut-être faire des équipements un jour sur une commune, mais il faudra lui donner le foncier. Voilà. Donc, et le deuxième enjeu qu'il y a dans ce secteur-là, quand même, on est dans une cuvette, la cuvette la plus importante du secteur Fuvelin, hein, et qui est en amont d'une zone très urbanisée, puisqu'on arrive sur le village, hein, par la thèse, je crois l'avoir évoqué par le passé. Hein. C'est là où se récolte en fait le début de la thèse. Et le bassin versant est quand même important. Donc il y a nécessité absolument, à la fois pour protéger la zone urbaine et à la fois pour protéger les équipements qui vont avoir lieu, la réalisation d'équipements lourds de rétention d'eau pluviale. Voilà. En premier lieu. Il y a un risque d'inondation potentielle. Oui, effectivement, la thèse, si elle monte en charge, on traverse complètement une zone très urbanisée. Donc c'est vrai qu'on avait fait des chiffrages, mais c'est des coûts exorbitants. Hein. Et même il faudrait presque arriver à une zone d'épandage à un moment donné, lorsque la thèse se connecte avec le Grand Valard. Alors vous voyez un peu, on en est dans des trucs de folie là. C'est des tickets de pratiquement 6 à 7 millions d'euros. Voilà. Si on voulait faire la totalité, comme ça, du jour au lendemain. Donc on va y aller doucement, doucement. Il faut d'abord récupérer le foncier. Et puis après, ce seront les impôts payés de l'ordre du GEMAPI qui financeront tous ces problèmes d'inondabilité. Aujourd'hui, il y a aussi un problème d'accès au stade. Il y a énormément de voitures et quand il y a des entraînements, et j'en parle pas des compétitions du week-end, il y a les trottoirs qui sont pleins de voitures à craquer, les entrées, les impasses, et il y a un gros problème d'accueil de véhicules et les gens Il y a la... suffisamment... Voilà, on est bien d'accord. Les gens n'ont pas suffisamment de civisme pour aller se garer à 400 mètres, pour aller faire du marché au collège. Au collège, il y a le City Stade aussi où on a fait la... Et il est toujours vide, hein, ce parking le week-end. J'y passe. Trop loin. Mais on vient d'acheter le terrain de Ferron, qui peut pendant un temps servir de parking, on va dire, de délestage. Le petit terrain qui a... Tout autant que les gens partent. Inciter les
récupérer là où il y a des places. Bien. S'il n'y a plus de questions, nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Merci. Ensuite, donc, il s'agit, comme je viens de vous le dire, de la délibération que nous avons ajoutée parce qu'elle est urgente sur les conventions de servitude entre Enedis et la commune. Oui, en fait, pour alimenter le groupe scolaire et surtout le restaurant scolaire, on a besoin de passer une servitude, Enedis a besoin de passer une servitude sur les parcelles communales afin de mener sa conduite, sa canalisation électrique. Donc, obligatoirement, Enedis aujourd'hui demande systématiquement des servitudes, et c'est ce qu'on fait par l'intermédiaire de cette délibération. Je ne vous dis pas tout, c'est chaque fois la même chose. Hein. C'est une servitude de tréfonds, qui puisse accéder, qu'on puisse laisser 4,50 m, et ainsi de suite. Voilà. Et donc on propose d'autoriser cette servitude à Enedis pour la réalisation de la pose de cette conduite. Des questions à Daniel? La convention est à titre gratuit, je crois. Enfin, je suis étonné qu'on ne l'ait pas anticipé. Peut-être qu'on ne le savait pas qu'il y aurait une convention comme ça à signer par Enedis pour le poste. C'est Enedis qui n'a pas anticipé. On a bien reçu et maintenant il... C'est au moment où on demande un branchement que souvent ce qui se passe, bon, c'est le souci des Enedis, on n'y peut rien. Quand on fait un permis, il y a une consultation qui est envoyée au service des Enedis qui font une réponse. Et puis quand on demande le branchement, c'est un autre service et souvent c'est une autre réponse. Voilà. Donc, mais on a besoin de le deuxième cas, parce que sinon les travaux ne se font pas. Voilà, c'est pour ça qu'on est un peu à l'arrache quand on reçoit la convention définitive. Et là, on l'a reçu il n'y a pas longtemps. Voilà. Il y a eu un échange avec le CQ, avec le CQ du quartier sur ce projet-là. Sur le restaurant scolaire. Sur l'impact que ça peut avoir, je ne sais pas. Prévenir le CQ des travaux, etc. C'est une tranchée qui se situe complètement en dehors de toute voie circulée. Hein. Mais ce sont des terrains communaux, donc ils ont besoin de la servitude. Là, c'est entre les deux écoles, c'est pas circulé. Hein. Non, mais c'est à peu près d'informer le CQ. Oui, bien sûr. On informera le CQ au moment des travaux. Vous pouvez le faire maintenant. En général, je ne le disais pas quelque chose. On va le faire. Bien. Pour la délibération, c'est terminé. Voulez-vous que nous répondions aux questions orales? Non, attends, on n'a pas voté. On n'a pas voté. Ah oui, pour Enedis, on n'a pas voté la convention. Oula. Bien. Alors, qui est pour? Merci beaucoup. Voilà. Donc, les questions orales. Celle de septembre? Si vous voulez, oui. On a répondu, oui. La situation des logements en face du Netto et le long de la RD 96 en allant vers la rue Yadis pose question. La loi Barnier et le code de l'urbanisme dans son article 111.1.4 modifié par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, article 47, indique « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. Le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de site, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au but d'une étude justifiant,
en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. J'en viens à la question. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les instructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive cette dérogation. Donc notre question est simple. Est-il possible de consulter cette étude justifiant la compatibilité des constructions le long de la RD 96, route classée à grande circulation, à une distance inférieure à 75 mètres de l'axe de cette route? Merci. Daniel Babouré. Donc les zones situées le long de la RD 96 et qui font l'objet de cette réduction, donc il y en a deux. Donc, lors de la révision du PLU en 2008, donc avant la loi que vous citez, un classement en zone UCH pour la partie située en dessous du hameau Brogilhomme, la loi Barnier ne s'applique pas, et un classement en AUA2 pour les terrains autour du rond-point de l'Europe. Ça, c'était au PLU de 2008. Lors de la modification numéro 3 du PLU, approuvée lors de la séance du Conseil municipal du 21 octobre 2013, la partie en face netto a été dédiée à de l'habitat, alors qu'elle était à l'activité auparavant. La bande non constructive de la loi Barnier a été ramenée de 75 à 30 mètres. Cette modification a fait l'objet d'un avis favorable de toutes les personnes publiques associées, ainsi que des services de l'État. Je vous invite donc à consulter cette modification du PLU auprès des services de l'urbanisme. Vous voulez passer à la question suivante? Oui. Oui. En tant qu'élus, nous sommes régulièrement questionnés par les Fuvelins sur les réalisations en cours ou à venir, calendrier, orientation. Serait-il possible d'ajouter à l'ordre du jour de chaque conseil municipal un point synthétique sur l'état des projets en cours, avancement, planning prévisionnel, suivi des risques et des coûts et des projets à venir, objectifs, calendrier envisagé et souhaité? Alors, la commune informe l'ensemble des Fuvelins à travers les journaux municipaux qui font systématiquement le point sur l'avancement des travaux engagés et en général on ajoute le coût et où nous en sommes. Donc 3 fois par an, les Fuvelins ont connaissance des travaux en cours et de ceux envisagés. Après, d'autres viennent nous poser des questions, on y répond. Hein, c'est pas... Voilà. Rien de plus. Question suivante. Vous avez réalisé la mise à disposition des documents d'urbanisme sur le site de la mairie. Comme le prévoit la loi pour une république numérique votée en 2016, la commune est tenue d'engager une démarche de données ouvertes, dite Open Data, information sur les marchés publics à partir du 1er octobre, données présentant un intérêt économique, social, sanitaire et environnemental à partir du 7 octobre, base de données publiques régulièrement mise à jour. Pouvez-vous commencer par mettre en ligne sur le site de la mairie, conformément à la loi, les rapports sur l'étude des polluants dans les écoles de FUVO? Quel déploiement prévoyez-vous pour mettre à disposition l'ensemble des données publiques de FUVO? Effectivement, apparaîtront prochainement sur le site internet de la commune les éléments d'information légaux relatifs aux marchés publics attribués et aux différentes études, telles que les mesures de qualité de l'air dans les écoles, ce qui est fait régulièrement d'ailleurs. Mais enfin, nous ne l'avons pas mis sur le site internet, mais nous pouvons très bien le mettre. Il y a d'ailleurs des élus qui sont venus les consulter. Le site, il va être refait du... Oui, le site va être un peu refait parce qu'il date un peu, il est un peu vieilleux. Dernière question. À l'automne 2017, le journal SoFood publiait son enquête sur le probable caractère toxique et cancérigène des granulés utilisés dans les terrains de sport en gazon synthétique. S'appuyant sur une étude d'un laboratoire de recherche de l'université Yale, ces granulés seraient porteurs de 190 substances classées comme toxiques ou cancérigènes. La transmission de ces substances au corps humain par les voies respiratoires et cutanées n'a jamais fait l'objet d'études scientifiques avant la mise sur le marché de ces granulés. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation et de l'environnement et du travail, l'ANSES, a conclu récemment qu'il y avait des risques sur l'environnement, mais que sur la santé, il manquait des données. Or, là, on n'applique pas le principe de précaution. Il existe pourtant des alternatives à base de fibres de coco ou bien à base de liège. Comme cela, on ne fera pas courir un risque à nos enfants. Les Pays-Bas se sont engagés dans cette voie depuis plusieurs années. Le principe de précaution doit prévaloir en cas de doute sur l'impact sanitaire de ces granulés sur la santé.
Au nom de ce principe de précaution, toute construction de nouveaux terrains doit être suspendue et une communication adéquate doit être mise en place pour informer les usagers des terrains existants. Les villes et collectivités locales doivent utiliser les alternatives existantes pour remplacer les terrains existants. Et donc pour FUVO, que comptez-vous faire sur FUVO pour évaluer la toxicité des granulés issus des terrains synthétiques de la ville? En fonction de ces résultats, envisagez-vous un plan pour remplacer cette pelouse synthétique par du gazon naturel ou par un matériau écologique de type fibre de coco ou liège? Béatrice va vous répondre. Alors, pour répondre à cette inquiétude de la part des joueurs, des collectivités locales et des organisations sportives, plus de 90 études ont été menées ces dernières années dans le monde entier pour vérifier si jouer sur des surfaces synthétiques est sans danger. Ces études ont principalement porté sur l'évaluation de la toxicité et le risque écologique. Que concluent les études menées dans le monde entier? Les terrains synthétiques avec du remplissage de billes en caoutchouc ne présentent aucun danger pour la santé des joueurs et pour l'environnement. Comme l'a encore rappelé en 2017 l'Agence européenne des produits chimiques, il est inutile de déconseiller de faire du sport sur un gazon synthétique contenant des granulés de caoutchouc recyclés. Les acteurs de la filière française des terrains synthétiques, équipementiers de sport et de loisirs, fabricants de terrains, collecteurs de pneus, granulateurs, bureaux d'études, maîtres d'œuvre, œuvrent tous ensemble au quotidien dans un esprit de responsabilité et de transparence au service d'un seul objectif, mettre à la disposition des utilisateurs des terrains de jeu sans danger et sans risque pour la santé de l'environnement. En 2017, la FIFA a pris une position claire après les différentes interrogations. La FIFA a saisi son comité médical afin de clarifier sa position sur l'innocuité des gazons synthétiques avec billes de caoutchouc. Ainsi, en avril 2017, sur la base des très nombreuses études réalisées sur le sujet, la FIFA a confirmé sa position selon laquelle il n'existait aucun élément permettant de démontrer que le jeu sur un gazon synthétique avec des billes en caoutchouc pouvait être dangereux pour la santé. Voilà. Il n'y a pas de réponse. Question. Non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, je pense, notamment en parler. Non, il n'y a pas de débat. Alors écoutez-moi, je ne pense pas du tout. Je pensais qu'on était dans une assemblée ouverte. À une question orale, on répond et c'est terminé. D'accord, mais là, on est entre nous. Je pensais qu'on avait une On est toujours entre nous. Il y a des règlements, on n'est pas obligé, cela de les tenir à la lettre. Voilà. Non, non, mais bon, on t'a répondu. On en parle après si tu veux. Viens en parler avec Et il y a une dernière question orale, rapidement. Voilà. Alors, beaucoup de bruit court dans le village sur le cas du bureau de tabac géré par M. Lactine. Pouvez-vous, Madame le maire, nous faire le point sur ce dossier? Nous allons essayer. La commune rappelle que suite au congé qu'elle a délivré en septembre 2011 à M. Lati, locataire d'un local commercial, elle a offert le règlement d'une indemnité d'éviction, ce qui est la loi. Le montant de cette indemnité a été fixé par le tribunal à hauteur de 111 487 €. Cette somme lui a été versée rapidement. M. Lati l'a attaqué en justice en demandant en sus des dommages et intérêts qui lui ont été refusés par le tribunal. Par contre, actuellement, nous avons eu connaissance qu'à la demande du propriétaire privé du local occupé actuellement par M. Lati, une expulsion commerciale a été prononcée par M. le sous-préfet. Et nous avons reçu le document en commune. Mais la commune n'y est strictement pour rien. On vous a répondu. Voilà. Oui, oui, à toi. Mais à tout ce que les Cuvelins racontent aussi. Voilà. Bien, le conseil municipal est terminé. Bonne soirée à tous.